C'est bon? Il y a des gens connectés? Ok, parfait. Bon bah, bienvenue. Bonjour à tous. On est très content de vous voir nombreux ce matin. Et merci d'avoir pris le temps de venir en cette période avant la fin d'année qui est super chargée. Et puis particulièrement à nos trois intervenants du jour, bien évidemment. C'est le dernier Yumeo Club de l'année, le deuxième de cette année d'ailleurs. On a repris effectivement cette année avec l'envie de recréer un peu ces événements, de recréer ce réseau qui nous tient à cœur et on a un peu délaissé pendant un moment et voilà, on est très content que ça reprend et on espère que vous faites des petites connexions entre vous et surtout que vous profitez de cet échange. Alors l'esprit, pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est vraiment un échange autour d'une thématique qu'on a choisie aujourd'hui. On a appelé entre lab, incubateur et autres dispositifs d'innovation, comment s'outiller pour réussir l'innovation. Et en fait, l'idée qu'on a à chaque fois avec ces rencontres, c'est d'apporter des perspectives un peu différentes et complémentaires à la question. Et ce qu'on a, je pense, et j'espère, réussi à faire aujourd'hui aussi. Et puis, du coup, on a préparé quelques questions de notre côté, et puis on veut toujours laisser pas mal de place pour l'échange avec vous. Du coup, on est parti pour 1h15 à peu près, et puis la moitié, on va animer ça ici, et puis après, ouverture à vos questions à vous. Alors peut-être rapidement pour présenter, ou tu veux présenter peut-être la thématique et puis après on présente nos intervenants. Faisons comme ça. Effectivement sur la thématique, qu'on pourrait synthétiser sous le label Management de l'innovation. C'est vrai que chez Yumeo, on a la chance d'accompagner des programmes d'innovation avec vraiment le but finalement de renouveler des expériences clients, de délivrer des nouveaux services, de mettre en place de nouveaux produits, de nouveaux modes de distribution pour les clients. Mais de plus en plus, on est sollicité pour réfléchir finalement à comment on organise l'innovation au sein des organisations. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on fait résonner cette culture d'innovation? Comment est-ce qu'on fait en sorte à un moment donné que peut-être ça ne soit pas que l'apanage de quelques personnes, quelques directions de l'innovation en interne. Et donc, on s'est dit avec Martin que c'était intéressant de se poser la question justement de cette culture de l'innovation, de ces outils, de dispositifs qui marchent pas. Donc, on a effectivement réuni ce matin 3 perspectives complémentaires. Je vais commencer par présenter peut-être Alexandra, qui est effectivement responsable du lab et du hub d'innovation au sein de la Caisse des dépôts, et plus spécifiquement de la Banque des territoires, qui accompagne ces projets-là depuis maintenant plusieurs années. Tu en parleras sans doute, mais effectivement, depuis, on va dire, la phase d'installation de ces dispositifs, avec toutes les questions sur comment est-ce qu'on cadre une démarche, comment est-ce qu'on définit un processus et surtout comment est-ce qu'on le diffuse et comment est-ce qu'on embarque finalement tous les collaborateurs dans une énergie commune. Donc je pense qu'elle pourra témoigner de ce travail qu'elle a mis en place depuis plusieurs années. Après, notre deuxième intervenant, c'est Patrice Kefalas, qui est le directeur d'innovation et des partenariats chez Michelin, au niveau monde. Et du coup, on voulait apporter là plutôt la perspective d'un dirigeant qui est un peu sponsor et responsable finalement d'innovation dans un grand groupe où effectivement l'enjeu c'est à la fois de structurer, de cadrer l'innovation, etc., d'impulser, mais en même temps de créer cette culture parce que l'innovation, j'imagine qu'elle ne se passe pas que dans un seul endroit. Et du coup, c'est aussi un peu cette vision ou de cette perspective de quelles sont les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de ces dispositifs d'innovation en tant que dirigeant qui est responsable finalement qu'un groupe se renouvelle continuellement. Patrice, elle a fait une longue carrière chez Michelin, quasiment exclusivement chez Michelin, en fait, dans différents rôles exécutifs, et pour arriver en 2020 à ce poste de directeur innovation et partenariat. Il va nous raconter tout ça de son point de vue. Et puis enfin, Yannick, toi, tu as la perspective de celui qui a bénéficié d'une certaine façon
ou auraient aimé plus bénéficier, tu nous raconteras, de ces dispositifs d'innovation parce que tu étais entrepreneur. Alors, depuis quelques semaines maintenant, tu es revenu dans le monde du business corporate chez New Rest, mais on s'est rencontrés il y a quelques années quand tu étais chez Sodexo, entrepreneur, et du coup, après effectivement une carrière de corporate, de différents rôles et responsabilités que tu avais pris un peu cette fibre entrepreneuriale pour prendre une idée et la développer jusqu'à un business qui tourne et qui s'appelle WX. Et tu vas nous raconter un peu ta perspective sur cette question, si tu veux bien. Très bien. Voilà. Du coup, peut-être alors on a partagé un peu un petit script entre vous, mais on a quand même une petite surprise pour vous au début. Peut-être en quelques mots, là, à chaud, la définition pour vous, l'innovation, c'est quoi? Une définition d'innovation. Vous avez 3 heures. Faire les choses différemment pour avoir un impact plus fort. Merci. Moi, j'ai une définition qui a été donnée par Jacques Schmitt, qui est une personne que je trouve très intéressante sur l'innovation, qui a écrit un bouquin récemment qui raconte 30 histoires d'innovation différentes depuis le début du siècle d'avant, celui d'avant, et qui dit qu'en fait l'innovation c'est un processus d'une idée au début conceptuelle, l'invention, pour en faire une réalisation matérielle, l'innovation, avec un objet qui est un bénéfice sociétal, qu'il appelle la valeur, en fait. Et j'aime bien l'idée, en fait, il dit, c'est assez étonnant parce qu'il dit que l'innovation, c'est à la fois un objet, puisque c'est la réalisation matérielle de l'invention du départ, mais il dit aussi que c'est un processus. Et j'aime bien ces deux idées-là un peu en même temps derrière le mot. Évidemment, l'acception est extrêmement large parce que ce n'est pas seulement un nouveau business. À chaque fois qu'on fait un progrès, il y a une idée au départ, réalisation matérielle de l'idée, c'est une innovation. Donc c'est une acception très très large de l'innovation que j'aime bien. Merci Patrice. Difficile à suivre, ça. Non, mais surtout parce que je suis très d'accord. Je dirais effectivement que c'est ce moment où cette idée, qui devient un projet, devient un produit, objet, rencontre un marché et qui sert à quelqu'un. Autrement, ça reste seulement l'idée et du coup, je ne pense pas l'innovation. Super. Merci pour cette improvisation. Ça va, on a réussi. Bon, pour commencer, Alexandre, j'aimerais bien commencer avec toi. En fait, toi, tu étais là dès le début finalement de cette lab d'innovation au sein de la Banque des Territoires. Peut-être tu peux nous raconter un peu la genèse de cette idée finalement qui s'est matérialisée. D'ailleurs, on revient à la définition que vous avez faite. C'était quoi un peu le pourquoi, le quoi et le comment de ce lab d'innovation ouverte à la Banque des Territoires? Effectivement, je suis là depuis le début. Ça va faire 5 ans maintenant qu'on a ce lab des territoires, la Banque des Territoires, mais qui s'est créé au moment de la création de la Banque des Territoires. Peut-être juste un mot pour dire que la Banque des Territoires créée en 2018, c'est une marque de la Caisse des dépôts qui a permis à consolider, à clarifier l'offre pour l'ensemble des acteurs territoriaux, tout comme la BPI l'a fait ailleurs dans le groupe quelques années avant pour les entreprises, même démarche, Banque des Territoires, pour les collectivités essentiellement et les bailleurs sociaux. Et à ce moment de création, il y avait un des principes un peu conducteurs de la démarche était l'ouverture. De dire qu'on n'était plus capable, nous, Banque des Territoires, comme peut-être d'autres grands groupes, à répondre seuls à l'ensemble des enjeux qui sont présents pour les territoires aujourd'hui. Et ce n'était pas une démarche qui suffisait pour répondre aux besoins à l'auteur. Et du coup, cette démarche d'ouverture, ce principe d'ouverture qui était présent dans le plan stratégique à l'époque, a permis aussi à créer un mode plateforme, donc la plateforme digitale qui s'est lancée en même temps, et puis aussi assez logiquement ce programme OpenInno, qui est devenu donc le Lab des Territoires, pour étoffer l'offre
classiques financiers de la Banque des Territoires avec des services digitaux pour répondre encore plus aux besoins de nos clientèles. Ok. Et du coup, vous êtes passé, qu'est-ce que vous avez fait au début pour arriver finalement aujourd'hui à quand même un portefeuille de projets d'innovation assez conséquent? Comment vous êtes pris? Ça commence toujours avec un projet. Et on avait un projet à l'époque. Et d'ailleurs, c'est une personne, donc moi-même, qui petit à petit, qui a créé à la fois un dispositif, un portefeuille de projets. Et tout ça, forcément, et je l'ai entendu tout à l'heure, un process. L'innovation, ça semble sympathique, on dit c'est une idée, etc. Mais c'est aussi ce process de création, le process de sélection, un certain nombre de critères qui vont faire qu'on choisit, on assume ce qu'on pousse comme offre. Et puis, on n'est pas non plus à l'abri, on ne sera même pas d'accord d'arrêter certains projets qui n'avancent pas comme on souhaiterait dans le pipe. On parlera, je pense, tout à l'heure d'un certain nombre de défis qu'on a fait, mais effectivement, ce sujet a pris quelques temps pour structurer la démarche, quelque chose qui était très dissipé, très dispersé dans la maison à l'époque, avec différents niveaux de maturité sur les projets qu'on portait, un certain nombre qui pouvaient aller directement au développement alors qu'ils ont à peine fait le recherche utilisateur. On n'avait pas prouvé nécessairement la maturité ou la désirabilité du produit, etc., etc. Tout ça, il fallait structurer effectivement dans une démarche que d'ailleurs vous avez accompagnée, donc je vous remercie, et qui devient et perdure effectivement 5 ans plus tard. Merci. Alors du coup, on voit bien que l'organisation, la structuration et l'innovation ne sont pas antagonistes. L'innovation s'organise aussi au sein des organisations, des entreprises. Peut-être Patrice, de ton point de vue, et pour ton entreprise Michelin, c'est quoi un peu le rôle de la direction de l'innovation et comment toi tu conçois finalement ce rôle au sein du groupe? Michelin, c'est une boîte de R&D. Donc il y a énormément de recherche chez Michelin. J'ai écouté une jeune embauchée qui me disait « Moi j'ai rejoint Michelin parce que c'est un des plus gros laboratoires de recherche privés en Europe. » J'avais jamais vu mon entreprise comme ça. Ça m'intéressait d'écouter cette jeune personne dire ça. Effectivement, il y a beaucoup de R&D chez Michelin, donc on peut se dire « Mais l'innovation fait quoi là-dedans, quoi ?» En fait, la direction de l'innovation, elle est récente. Elle a été créée en 2018. Et elle est très liée à l'évolution de la stratégie de l'entreprise. En fait, je pense que Michelin s'est défini depuis des années 50 jusqu'aux années 2020, essentiellement comme une entreprise acteur de la mobilité, principalement à travers le pneu. Pour réaliser une mission comme celle-là, ou une activité comme celle-là, en fait, la R&D est clé, parce que le pneu, c'est un composite flexible pour des applications assez critiques, parce qu'il faut porter la charge, la vitesse, dans des conditions qui sont potentiellement dangereuses. Et il y a un effort de R&D permanent pour améliorer la performance du pneu. Et pour ça, il n'y a pas besoin de direction d'innovation. C'est surtout de la R&D qui va décaler la performance à travers l'innovation incrémentale, qui va récupérer les technologies qu'on aura mis au point. Bon, voilà. Mais à partir du moment où l'entreprise a dit, à la fin des années 2010, qu'elle allait s'ouvrir à de nouveaux domaines d'activité, autour de composites flexibles qui sont applicables dans le domaine du bâtiment, dans le domaine médical, dans le domaine des énergies nouvelles, il y a plein d'applications potentielles pour des composites flexibles, à ce moment-là, elle s'est ouverte à des nouveaux business, où l'enjeu n'est pas uniquement de dérisquer une techno, mais de dérisquer un marché et des business models. Et c'est pour ça que la direction de l'innovation a été créée. C'est parce qu'on va dans des verticales qu'on ne connaît pas. Et où il faut qu'on dérisque quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de dérisquer et que la R&D n'est pas en mesure de dérisquer. Donc c'est ça qui a conduit à l'existence d'une direction de l'innovation. Et puis je vais faire très simple, mais pour vous montrer ce qu'il y a dedans. En fait, dans la direction de l'innovation, il y a 3 départements différents. Un premier qui est peut-être un peu inattendu, qui est la prospective. C'est quoi les scénarios possibles du monde de demain et en quoi, par rapport aux grands problèmes à résoudre qui nous arrivent, en quoi Michelin peut-il contribuer? Où est-ce que Michelin a des savoir-faire dont le monde peut bénéficier, bien au-delà de la mobilité et bien au-delà du pneu? Ça, c'est le premier département qu'il y a chez nous. Le deuxième,
C'est l'Innovation Lab. Donc, toutes les idées nouvelles qui sont au-delà du pneu, en fait, qui rentrent dans l'Innovation Lab et qui suivent le processus dont tu parlais juste avant. Et puis, une activité d'open innovation, parce qu'à toutes les étapes du processus se pose la question de savoir avec qui on le fait. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Tout à fait, merci beaucoup. Peut-être pour terminer ce premier tour, Yannick, avant de parler de WX un peu plus en détail de ce business, peut-être une question un peu plus personnelle. Comme je disais, tu t'es lancé dans une carrière corporate avec des postes qui s'enchaînaient, etc. À un moment donné, tu as eu cette opportunité de travailler sur un truc entrepreneurial. Qu'est-ce que ça a fait pour toi? Comment tu as vécu, toi, personnellement, un peu ce changement? Est-ce que tu étais conscient aussi d'où tu mettais les pieds? Comment tu l'as vécu, ce moment-là? Parce que c'est quand même un changement important. Oui, c'est un changement important. Alors, c'est un changement qui... je peux le regarder de deux manières. Soit je peux le regarder comme une coïncidence et un enchaînement de faits qui m'a mené là. Soit je peux le regarder aussi comme quelque chose que j'ai cherché. Je ne savais pas nécessairement que je cherchais, mais qui est arrivé parce que je l'ai cherché. Mais concrètement, effectivement, tu passes d'un système où tu es un peu dans le centre du jeu. C'est-à-dire j'étais en charge de toute l'activité grand compte internationaux chez Sodexo. C'était à peu près 20% du chiffre d'affaires. Très intéressant. Tu es là, tu es au centre du jeu. Tu passes sous les radars complètement dans quelque chose qui n'a plus beaucoup d'intérêt pour plus grand monde dans la boîte. Donc ça, c'est le premier truc. Moi, je suis assez rebelle dans le sens où, à ce moment-là, je ne cherchais pas le statut, je ne cherchais pas d'aller encore plus haut. Ça commençait il y avait une sorte de lassitude là-dedans, donc je cherchais quelque chose d'autre. Moi, ça m'allait très bien. Il y avait aussi, je pense, beaucoup d'excitation, parce que je voulais justement toucher à ce monde-là. Et pour être très clair, moi, je définis, je te l'ai dit plusieurs fois, on en a parlé, mais intrapreneur plus qu'entrepreneur. Je n'avais peut-être pas le courage, où j'étais pas dans le moment de vie où j'étais capable de tout quitter, partir et aller assumer tous les risques liés à ça. Ouais. Donc le côté intrapreneuriat t'amène quand même une sécurité qui était très intéressante, je pense, pour moi, qui me permettait d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc il y avait beaucoup d'excitation là-dessus. Et puis il y avait un peu de schizophrénie, parce que, on en reviendra après, Sodexo et les grandes boîtes sont aussi un peu averses au risque. Donc en gros, on me disait, tu as un certain salaire, c'est bien d'aller t'amuser à côté, là, de faire ton truc, mais il va falloir quand même que tu délivres des trucs pour nous, le big corporate. Et donc j'avais un rôle qui était à la fois, j'étais en charge de toute la transfo digitale pour Sodexo, et ce rôle d'entrepreneur. Et ça, je l'ai eu pendant 3 ans quand même. Donc j'étais un peu dans les deux mondes, et il fallait passer de l'un à l'autre, un monde très lent, très complexifié, très procédurier, à un monde très rapide, où il faut, avec très peu de moyens, et où il faut avancer aussi. Donc il y a eu, voilà, ces différents sentiments. C'était ça, de l'excitation, de la schizophrénie et de la peur, parce que tu arrives dans l'inconnu, et que tu dois te driver beaucoup plus par toi-même que dans un business où chez Sodexo, les appels d'offres tombaient, les clients étaient là, on était connus, il y avait une marque, donc il y avait quelque chose d'automatique et de naturel dans le développement du business, où là, tu pars de zéro, personne ne te connaît, personne ne t'attend, et tu dois aller tout créer. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Mais tu l'as bien vécu. Oui, non, mais il y a du stress. Attends, tu as du stress, tu as de l'excitation, tu as un peu tout qui arrive au même moment, de l'inconnu, de la peur du vide, voilà. Tu as un peu de tout qui était traversé par différentes émotions. Et du coup, je vais rebondir effectivement sur les sentiments que tu exprimes. Peut-être pour revenir justement sur la genèse du projet et comment ce projet-là s'est construit. Qu'est-ce qui a pu te rassurer dans l'organisation? Qu'est-ce qui a continué à te faire peur? Enfin, comment tu as mené ta barque finalement? C'est très bancal. Alors, l'idée, c'est qu'à la base, il y a un projet de fusion avec un gros groupe immobilier, projet qui capote, mais les CEO se disent il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc, ils décident de créer une entité légale, joint venture entre les deux. Et ils disent, on ne sait pas quoi en faire, Yannick, démerde-toi. Donc, je récupère une entité légale, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien. Et donc, moi, je me dis, bon, c'est bien, ça arrive au moment où moi, j'étais justement dans cette phase de lassitude et où j'avais commencé à réfléchir à pas mal de choses. Je voyais beaucoup mes clients, et donc, j'ai 1 ou 2 idées en tête et je me dis, on va utiliser ce véhicule pour faire ces 2 idées.
Le problème, c'est que c'est une joint venture à 50-50. Forcément, les idées de l'autre boîte et mes idées, et puis mon actionnaire aussi, enfin les deux actionnaires, ne sont pas forcément les mêmes. Je vois très rapidement qu'il y a un clash entre cette boîte d'immobilier et Sodexo. Je fais exprès d'aller au clash en allant proposer dans un board mon idée, le business plan, pour être sûr que l'autre ne sera pas d'accord et décide de retirer ses billes. Ce que j'arrive à faire, il retire ses billes. Après, j'ai le deuxième acte du truc qui est de convaincre Sodexo quand même que même si l'autre n'est pas là, il faut y aller. Donc ça, j'y arrive. Et donc, je récupère l'entité légale qui devient 100% Sodexo. Et je peux me lancer dans l'aventure qui s'appellera WX. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La genèse, encore une fois, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant j'ai l'idée du siècle et je vais avancer. J'en ai un peu marre de ce que je fais. Il y a un truc qui commence à arriver, il y a une opportunité et je vais essayer de trouver quelque chose à faire. Voilà, c'est plus comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, ça a été aussi de toute façon un processus classique de pivoter, de trouver une idée, d'aller sur une autre. Je voulais créer une boîte de tech, mais je sentais bien que chez Sodexo, ça allait être compliqué. Rapidement, il y a des attentes assez fortes sur il faut que tu sortes un truc, qu'il y ait du chiffre d'affaires, que ce soit profitable. Donc je me dis comment je vais faire. Je vais faire du conseil. Le seul truc que je peux vendre aujourd'hui, c'est mon cerveau et le cerveau des 2-3 personnes autour. Donc on va vendre du conseil au début pour montrer qu'il y a du chiffre d'affaires, montrer qu'il y a des clients. Et puis on va développer sous le radar le truc de tech. Donc voilà, ça s'est passé à peu près comme ça. Donc voilà, c'est à la fois une coïncidence, un enchaînement d'événements qui m'a amené là. Et j'étais convaincu aussi, parce qu'on parlait des dispositifs d'innovation. Alors il y en avait plein chez Sodexo, de l'Open Innovation, mais il y avait notamment un dispositif, on avait créé un Venture Fund, parce que c'était cool de faire un Venture Fund, on avait dit qu'on mettait 50 millions dedans. On rachetait des participations à 20% dans plein de petites boîtes, avec une sorte de sombre accord commercial qui espérait des synergies. Rien ne marchait, aucune synergie whatsoever. Et donc moi je me suis dit, ce système ne marche pas. Ça ne marchera pas. L'acquisition totale ne marchera pas non plus parce que c'est l'éléphant qui va écraser la souris rapidement. Donc, essayons cette troisième voie qui est qu'on ne va pas prendre des participations comme ça, on va créer quelque chose nous-mêmes, from scratch, avec des gens des deux mondes. Et dans mes équipes, j'avais récupéré des gens de Sodexo, mais j'avais pris aussi beaucoup de gens de l'extérieur pour arriver à créer quelque chose qui puisse marcher et créer vraiment de la synergie et vraiment de la valeur ajoutée pour le groupe. Parce qu'à la fin, c'est eux mon actionnaire, il faut quand même que je fasse tout ça avec cette optique-là de créer de la valeur pour eux. Voilà, peut-être tu peux nous... Enfin, on va tester si tu es encore... parce que ça fait quelques temps que tu es parti, si tu sais encore pitcher ton idée. Peut-être très rapidement, c'est quoi la proposition de valeur de WX et en quoi, en fait, finalement, ça a quand même... challenger aussi un peu enfin pas le modèle de Sodexo, mais en tout cas apporter quelque chose de complémentaire que vous avez identifié comme un espace d'opportunité à l'époque. Très simplement, c'était essayer de transformer l'expérience employée par la data et UX. J'explique par le côté, je dirais, très froid, très mathématique de la data et par le côté très, je dirais, chaud, concret et compréhension de l'expérience employée. Pourquoi l'expérience employée? Parce que Sodexo, en tant que fournisseur principalement de services de restauration, mais de services en fait de facility management dans l'environnement de travail, donc dans les bureaux, dans les centres de R&D, dans les sites de production, finalement, pas contrôle, mais influe énormément sur l'expérience de l'employé. De l'arrivée le matin jusqu'au départ le soir, il y a le moment de restauration, il y a la réception, il y a le nettoyage, il y a l'entretien des espaces verts, il y a les services support. Donc il y a énormément de touch points avec les employés. Et donc l'idée, c'est de se dire comment on allait arriver à aider les boîtes à transformer cette expérience employée, à la rendre meilleure. Il y avait une deuxième idée sous-jacente qui est que le monde du travail, c'était en 2017, mais je sentais bien que le côté 9-18, 5 jours par semaine, très prédictible d'un environnement de travail commençait à complètement voler en éclats. J'utilisais l'image du théâtre classique avec l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action qui était en train d'exploser complètement. Qu'on a vu s'accélérer avec Covid, télétravail et compagnie plus tard. Mais il y a cette idée de flux qu'il fallait mieux comprendre pour les boîtes, de flux entre les personnes et les services, avec des optiques de réduction de coûts sur les mètres carrés, de passage au flex et autres. Et donc tous ces flux-là, il fallait mieux les comprendre. Du coup, l'idée de la data, donc on avait un animal mythologique hybride avec une branche conseil et une branche tech et data. Et la partie tech et data était centrée sur l'analyse des flux, avec des capteurs, avec le Wi-Fi, avec les systèmes de vente, toutes les données qu'on pouvait récupérer pour comprendre les flux des gens dans un bâtiment et hors des bâtiments.
Donc voilà, l'idée c'était ça, de comprendre ça pour amener des solutions aux entreprises, les aider à transformer cette expérience. Voilà. Merci. Peut-être Alexandra et Patrice, comment cette histoire elle résonne aussi en vous? C'est-à-dire qu'on voit, enfin Yannick a d'une certaine manière ouvert un peu un territoire d'opportunité pour Sodexo qui était nouveau. Comment est-ce que vous faites dans vos organisations pour identifier ces zones d'opportunité? Est-ce que c'est incarné, comme c'est le cas pour Yannick, par une personne? Est-ce que vous avez d'autres outils que vous mettez en place? Ce que ça m'inspire surtout, c'est ce fibre entrepreneuriale qui est absolument fondamentale à tous nos projets. On n'a pas la chance d'avoir des personnes comme Yannick sur tous nos projets, mais il faudrait. Peu importe la taille du groupe ou de l'entreprise en question, chaque projet ou chaque produit, pour moi, est une petite opération, petite entreprise, en quelque sorte. Et du coup, ces compétences-là, ces connaissances, ce niaque d'arriver est indispensable. Et du coup, j'ai envie de dire que ça ne répond pas à ta question sur comment on sélectionne, ou comment on trouve des idées, mais plutôt une fois qu'on a le prototype qui commence à avancer, il faut le voir comme un produit de manière assez autonome, qui n'est pas simple du tout à faire dans un grand groupe. Ce n'est pas simple non plus de dire qu'on a un certain nombre de moyens, et pour autant, par produit, c'est archi frugal. On ne donne pas forcément beaucoup de choses à chaque projet, on attend quand même beaucoup. Donc le taux de réussite n'est peut-être pas toujours là, et on pourrait l'expliquer par ailleurs. Mais en même temps, on doit alimenter justement ces personnes avec les moyens, les méthodes, le coaching. On a justement dans le Lab des territoires une certaine communauté justement de ces chefs de projet, ces product owners ou autres, qui est vraiment indispensable à mon sens, parce qu'ils n'ont pas assez finalement de moyens en général. Et pour certains, ils vont réussir suffisamment bien que peut-être c'est presque des spin-offs un jour, d'autres modèles économiques, peut-être des joint venture avec d'autres partenaires. Mais globalement, il faut cette, un peu comme des entrepreneurs, même si ce n'est pas l'intention initiale. Merci. Il y a plein de choses qui résonnent. Il y en a plein, donc il faut que je fasse le tri. Il y a plein de trucs qui m'envoient sur des voies différentes, où j'aurais envie de te poser des questions. Peut-être que je vais prendre juste un angle. En fait, tu m'ouvres vers ce que moi j'appelle le corporate venture, et en quoi il se distingue du capital venture. Tu as parlé d'intrapreneuriat par rapport à entrepreneuriat. Il y a la question du est-ce que ça va vers l'extérieur ou est-ce que ça revient dans l'entreprise? Est-ce qu'on est en train de nourrir la croissance organique de l'entreprise ou est-ce qu'on est en train de valoriser son savoir-faire vers l'extérieur en disant je vais prendre une participation dans un spin-off qui va créer de la valeur pour moi, mais en tant qu'actionnaire ou partenaire de ce spin-off-là d'ailleurs. Il y a plein de questions qui se posent derrière. Donc nous, on a commencé ce genre d'intrapreneuriat en 2012 dans une logique très sociale. On a dit, les employés ont des idées, on a lancé un machin qui s'appelait Innovation Works et on a fait un appel très large aux idées des employés. Le problème, c'est qu'ils en ont eu. Et là, on s'est retrouvé avec un truc, en disant, on fait quoi? Et honnêtement, on a pataugé, grenouillé, parce que ça ne peut pas être que social. Il faut qu'on ait une thèse d'entreprise pour accompagner ça, pour que ça émerge, qu'on dédie des ressources, qu'on ait une certaine, qu'on ait une certaine patience. Hein. Et donc, en 2024, si tu veux, 12 ans plus tard, après pas mal d'errements, on est arrivé à cette idée de corporate venture. C'est-à-dire qu'on va se comporter comme un venture, au sens où à un moment donné, on va définir un budget d'amorçage qu'on va mettre sur une initiative en dédiant la personne complètement. Il ne va pas être digital transformer d'un côté et entrepreneur de l'autre, parce que là, il y a un moment donné, c'est schizophrénique un peu. Hein. Donc, on va dédier la personne 100% à son initiative et on va lui allouer un budget d'amorçage qui va l'amener jusqu'à un certain point. Bon. Et dès le départ, on va identifier un sponsor interne à qui on va dire, si cette initiative avance et valide un certain nombre d'hypothèses, alors tu vas reprendre le financement. Le seed money, ce n'est pas toi, c'est un budget corporate. Parce qu'au début, c'est trop risqué, trop incertain, tu n'es pas prêt, toi, business, à mettre de l'argent dessus. Très bien. Mais
l'initiative, elle va dérisquer un certain nombre de choses et elle va se mettre d'accord avec toi sur les initiatives, what needs to be true. Hein, quelles sont les hypothèses que j'ai besoin de vérifier à ce moment-là pour que toi, tu décides de reprendre le financement de l'initiative. Donc on voit bien que la thèse, c'est quand même une thèse où l'initiative va trouver un hébergement, hosting, dans l'entreprise. Avec contrepartie financière, ce qui est bien, Ce parce qui- que le sponsorship, sinon c'est trop simple et ça marche. Exactement, voilà, exactement. quand tu mets ton Donc argent. ça limite quand même la thèse. C'est-à-dire qu'au moment où on va valider une hypothèse, quand tu fais la sélection dont tu parlais tout à l'heure, on va quand même s'assurer qu'on peut la projeter dans l'entreprise. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc on a des cas de spin-off. Mais les cas de spin-off, ce n'est pas souhaité au départ. C'est parce qu'à un moment donné, ça a pivoté et l'entreprise se dit « j'ai plus de parenting advantage là-dedans ». Donc il faut que ça sorte. Mais l'idée, c'est qu'il y en a un au départ. Sinon, on n'y va pas. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Mais tu vois, ça nous a amené à conceptualiser un petit peu tout ça et organiser ça dans un esprit de corporate venture. Peut-être Ce qui veut dire quand même, oui, je vais juste te dire, excuse-moi, je vais juste finir là-dessus en disant, pour moi, le capital venture, il est très centré sur le product market fit. Bon, tous les bouquins de Lean Startup, je ne vais pas vous faire un dessin. Le corporate venture, il a besoin du product market fit, évidemment, mais il a besoin de ce que j'appelle le fit stratégique. Et tout le temps, il va falloir qu'il regarde à la fois s'il a son product market fit et s'il y a le fit stratégique. Peut-être un point technique que Marc Evangelista a raconté, qui était le chef du Michelin Innovation Lab, Oui. une particularité que vous avez mis dans ce financement de sites, dans cette première partie, c'était aussi les salaires des entrepreneurs. Bien sûr. Tu peux peut-être développer ça rapidement, parce que et quel avantage ça avait. En fait, c'est tout simple. Si vous voulez créer une start-up, vous allez voir un fonds venture. Le fonds venture, il va vous donner de l'argent pour aussi que vous viviez, quoi, parce que vous faites partie des coûts de la start-up. Donc, bien sûr, le budget d'amorçage dont je parlais tout à l'heure couvre tous les salaires des personnes qui sont dans l'initiative. Ce n'est pas des dépenses que ces personnes-là font, c'est leurs dépenses, bien sûr, mais aussi leur salaire. Ça couvre l'ensemble. Et du coup, ça aide aussi par rapport au timing de l'initiative, parce que comme les coûts de salaire, finalement, ils tournent tous les jours, par rapport à des coûts externes qu'on peut éventuellement faire plus tard, du coup, on est obligé d'avancer dans un rythme qu'on a promis qu'on avancerait. Comme n'importe quelle start-up. Oui, c'est ça. Quand il y a... C'est combien il te reste? C'est quoi la liquidité qui te reste? Voilà. En fait, ce qui m'interpelle, c'est donc on parle effectivement de ces initiatives qui vont grandir, qui vont se développer dans l'organisation. Comment est-ce que tu perçois du coup ton rôle de direction de l'innovation? Parce que tu parlais de la prospective, tu parlais de l'open innovation, tu parlais de la logique de lab, d'accélérateur. Par rapport à ces initiatives qui émergent, c'est quoi le rôle d'une direction de l'innovation? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut donner envie d'innover. C'est important, ça. Il faut que les employés de Michelin apportent des idées, quand même. Donc, il faut les inspirer, d'abord, en disant, tiens, effectivement, moi, j'aimerais bien contribuer à ça. Alors, ça ne dépend pas que de moi, mais dans cette entreprise, on a un CEO qui est très orienté innovation, très orienté demain, et qui a dit qu'il fallait qu'on ait un rêve d'entreprise. Donc, il a lancé toute une démarche à la fin des années 2010 pour de dire, mais de quoi rêvons-nous? Donc, on a interrogé nos 130 000 employés en disant, qu'est-ce qui compte pour vous dans la vie? Et petit à petit, je vais passer les détails, mais on est arrivé à se dire qu'on voulait contribuer à ce que l'humanité franchisse certaines frontières qui la limitent aujourd'hui. Et on a défini 4 frontières autour du changement climatique, autour de la circularité, de la santé et du bien-être au travail. Rien à voir avec le pneu et la mobilité. Très très large. Et on s'est dit, c'est à ça qu'on veut contribuer. Donc quand même, l'essentiel des idées qu'on reçoit, elles sont inspirées par ces frontières-là. Parce que c'est très aspirationnel pour nos employés. C'est celles qu'ils ont eux-mêmes définies. Donc, donner envie d'innover. Et après, effectivement, on rejoint le processus. Donc, quelle expérience, et ça c'est vachement important, quelle expérience on va donner à l'employé, sachant qu'il n'y a pas une idée sur 20 qu'on va amener à l'échelle quand même. Donc, on va dire non plein de fois à différents moments. On va aller d'échec en échec quand même. Donc, comment l'employé va-t-il vivre ces expériences
de manière positive, même si son initiative s'arrête. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment pour moi le rôle de la direction de l'innovation. Hein. C'est de créer une expérience employée qui fait que la personne va dire « Mon truc s'est arrêté, mais j'ai appris plein de trucs et j'ai envie de recommencer. Et j'ai envie de dire à des collègues de le faire. Hein. » Pour moi, c'est ça l'idée. Donc, pour te faire ça en une phrase, la direction de l'innovation, elle crée les conditions pour que l'ensemble du corps social innove. Donc, invente, mais que cette invention donne lieu à un processus qui va conduire jusqu'à l'innovation. Et alors, ça va me permettre de tirer le fil parce que c'est vrai qu'on entend certains directeurs de l'innovation dire « j'aurais réussi ma mission le jour où ma direction n'existera plus, puisque j'aurais donné envie finalement à tout le monde d'innover et que ça fera partie, entre guillemets, voilà, de la culture, tout le monde sera saisi des outils ». Peut-être Alexandra, je me permets de te poser la question. Enfin, en quoi tu te reconnais dans cette phrase et est-ce qu'il ne faut pas quand même voilà, avoir cette boîte à outils, cette structure qui persiste, même si l'esprit et l'envie d'innover, pour reprendre ce que disait Patrick, existe encore. Je pense, effectivement, en 5 ans, moi j'ai pu voir une certaine évolution du rôle, de ce qu'on pourrait nommer la direction de l'innovation qu'on a créée. Et maintenant, là on est. Et clairement, on a passé... c'est un balancier, je pense, qui est un peu constant et qui, dans tous les grands groupes et toutes les entreprises, on va le retrouver un peu, forcément, mais qui, au début... Quand peu de choses existent, on a un rôle de structuration, on a un rôle de pilotage en propre, on a une certaine impulsion qu'on donne à tout ça. Et finalement, quand on a réussi aussi notre mission de diffuser cette culture, qu'on donne envie, mais on donne envie et on encourage les différentes directions métiers, chez nous par exemple, d'avoir leurs propres compétences, de porter leurs propres projets, finalement, en fait, ça va si bien que nous, on doit pivoter aussi. Et on doit, aujourd'hui, nous, le défi qu'on a, c'est cette réinvention, finalement. C'est de dire qu'on est... on n'est pas que intéressant pour structurer des choses, on n'est pas que intéressant parce qu'on porte les projets, c'est aussi parce qu'on crée ces conditions. Et on appuie en permanence les différentes directions métiers qui portent les projets à réussir le leur, ou au moins d'alimenter, comme j'ai dit tout à l'heure, ces différents chefs de projet, ces product owners, différents titres selon le type de projet, mais, et du coup, on est en appui. Et c'est une transition, et quand je le mets dans la catégorie des défis, c'est une transition parce que justement, on change de rôle et parfois, ça interroge sur qui est propriétaire finalement de l'innovation. Est-ce que c'est une réussite si ce n'est pas moi qui le mets sur le marché? Oui, je pense fondamentalement oui, mais tout le monde ne le pense pas comme ça et donc ça crée quelques... Il y a des vraies questions de reconnaissance aussi, parce que l'esprit humain, on oublie plein de choses, et puis ces projets-là, parfois, ça dure quelques années, ils sont repris par des directions métiers, etc. Du coup, la question, c'est aussi comment on garde finalement cette reconnaissance du début, qui, sans ces dispositifs, sans ces workshops, sans ces financements de début, en fait, on ne serait pas arrivé à ce stade où ça devient un gros projet. Et je pense que ça, on entend quand même aussi pas mal, comment on fait en sorte que finalement, on justifie, parce qu'à un moment donné, c'est aussi justifier un certain budget, une équipe, etc., dans la durée. Peut-être... pour revenir à un sujet, pour donner quelques exemples concrets, Alexandra et Patrice, est-ce que vous pouvez nous mentionner peut-être 1 ou 2 projets dont vous êtes particulièrement fiers, qui sont sortis un peu de ce dispositif, et pourquoi? Je vais citer peut-être 2 projets de services qui sont en ligne aujourd'hui. Première fierté, donc un sujet qu'on appelle DataVis, Petite Ville de demain. C'est un service de data visualisation des données qui donne un portrait des territoires et des petites villes dans les petites villes du programme national Petite Ville de demain.
C'est important pour moi, et si je le cite comme fierté, c'est que tout d'abord, il fonctionne bien, il a une bonne performance, etc. Mais au-delà de ça, c'est un des premiers outils qu'on a fait en OpenInno à la Caisse de dépôt et qui a servi notre, finalement, continuum d'offres, mais dans cette idée qu'on pouvait enrichir véritablement notre offre dite classique de financement, de prêt, d'investissement, pour guider et accompagner nos clientèles, qui sont les collectivités largement, en tout cas en l'occurrence les petites villes, dans leurs projets de revitalisation. Et ça a permis aussi de changer petit à petit notre image à la Banque des Territoires, comme pas seulement banque financière, mais aussi provider de services, d'avoir une plus grande proximité avec nos clientèles, etc. Sur des sujets qui, en termes de modèle économique, c'était de générer le reste des contacts et des leads vers le reste continuum, mais gratuit, en tout cas en termes d'utilisation. Donc, première réussite et effectivement, je suis contente de dire qu'il existe encore et il appuie le programme national. Et deuxième, tout récemment, donc, cet été, on a lancé un nouveau service qui s'appelle Territoire Fertile pour accompagner les collectivités dans leur projet de transition alimentaire. Un sujet, pour le coup, pour moi, une fierté parce qu'on a incarné, pour moi, véritablement notre ambition écosystème dans cette affaire, dans la mesure où ce n'est pas un produit Banque des Territoires, ce n'est pas brandé Banque des Territoires, c'est derrière un collectif qu'on a créé, quasi toutes pièces, qui du coup est composé de différents acteurs renommés dans le domaine et qui est open source. Et un service que du coup on veut, on espère faire des petits aussi partir sur le territoire, mais qui met des données dans une histoire, un éditorial un peu provoque, je vous invite à le regarder, qui challenge un peu les idées de nos collectivités, typiquement sur le local, dans la production de leurs aliments, et qui met une petite graine, j'espère, pour avancer aussi les réflexions en interne, là où nous, on a peu d'offres dans le domaine de la transition alimentaire, un peu sur l'agricole, mais pas nécessairement le reste. Et c'est important, par rapport à notre plan stratégique, d'avoir les projets qui vont nous aider à tenir le cap pour les 2-3 prochaines années. Merci. J'en ai deux en tête, mais j'ai surtout envie d'en prendre un dans la suite de ce que tu viens de dire. En quoi est-ce qu'un projet va nourrir la stratégie et la renforce en fait, et la consolide? Donc je vais prendre le projet Resicare. Alors, un peu technique ça. Un pneu, c'est fait de 200 composants différents qui n'ont pas envie de coller ensemble. En plus, quand ça roule, vous imaginez que c'est extrêmement centrifuge par essence. Donc ça a tendance à se décoller. Donc il faut que ça colle. C'est si bête que ça. Et comme il y a 200 composants, il faut qu'ils collent bien. Et alors, le caoutchouc n'a pas envie de coller avec l'acier, ni avec le textile. Donc, on utilise de la colle. Et simplement, la colle, en général, elle est plutôt pétrosourcée et souvent toxique. Alors, la toxicité, ça se gère plus ou moins selon l'environnement dans lequel on l'applique. Il se trouve que dans l'environnement du pneu, il y a quand même plein d'endroits où on l'applique, donc c'est potentiellement toxique pour les employés. Donc on s'est attaqué à le problème de la toxicité très tôt, vu le côté très manufacturier d'une industrie pneumatique. Et donc ça nous a amené à développer pour nos propres besoins des colles non toxiques et pétrosourcées et biosourcées, puisqu'on a dit qu'on allait remplacer progressivement tous nos matériaux d'origine fossile. Et on s'est dit, si on fait une colle biosourcée et non toxique, peut-être qu'il y a d'autres applications intéressantes. Parce qu'il y a plein de gens qui utilisent de la colle. Toute l'industrie du bois, toute l'industrie des microprocesseurs, il y a beaucoup de colle dans les microprocesseurs, j'ai découvert ça, utilisent beaucoup de colle. Et là, on s'est dit, il y a peut-être des applications qu'on peut voir ailleurs. Et donc, on a lancé une venture qui s'appelait Resicare. Donc, on a essayé d'identifier le marché. Là, la R&D ne peut plus rien faire. On a la solution technique, mais à qui on peut bien vendre ça? Est-ce qu'il y a de la valeur à créer et suffisamment de valeur à créer pour en extraire une partie qui soit compatible avec les taux de rentabilité de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas arriver en disant tiens, je vais faire quelque chose de super, mais c'est complètement dilutif. Ça ne marche pas. Il faut que ce soit au niveau de profitabilité que l'entreprise attend.
Donc, je vous épargne la désirabilité, faisabilité, viabilité de toute venture. Donc, on a vérifié ça. Et puis, ça a marché. Et donc, maintenant, on est en train de mettre ça à l'échelle auprès de différentes industries, avec en plus un socle qui est quand même intéressant, c'est que Michelin est lui-même client de cette société-là. Donc, ça lui donne quand même une activité dès le départ avec une taille critique, ce qui est quand même bien avantageux pour une organisation comme celle-là. Mais ce qui est très intéressant dans cette venture, ce n'est pas tant Resicaire, c'est que ça nous a montré nos savoir-faire dans les composites flexibles et ça a validé notre capacité à porter des résines et d'autres, des fibres de verre résine, je vous passe d'autres composants, à l'extérieur. Et ça a amené à la création d'une entité qui s'appelait maintenant Michelin Engineered Polymer, qui en fait a tout un catalogue de produits biosourcés, non toxiques, parfois biocompatibles, c'est important pour le médical, beaucoup plus large que Resicaire. Donc Resicaire a créé ce que j'appelle une sorte de point de fixation, sur lequel progressivement sont venus s'agréger d'autres activités pour créer une entité beaucoup plus large que Resicaire. Et demain, on a un événement à la Maison de la Chimie dans lequel on va lancer ce qu'on appelle la chimie araminolique. En fait, c'est tout un tas de solutions qui permettent d'éliminer des produits toxiques et d'éliminer des produits pétrosourcés pour pouvoir répondre à différents besoins, on va dire, autour du monde des résines, pour faire simple. Et là, je trouve que le lab a joué un rôle excellent, parce que non seulement il a développé une venture, bon ok, avec un petit business de quelques millions, hein, c'est peut-être une dizaine de millions d'euros, mais surtout il a montré une voie pour agréger d'autres idées vers une entité qui, elle, a vocation à amener une croissance organique beaucoup plus importante à l'entreprise, et qui crée aussi, qui nous incite à acquérir d'autres entreprises, en disant là, on développe un parenting advantage qui va rajouter de la valeur à nos acquisitions, parce qu'on a un savoir-faire dont nos acquisitions vont profiter. Et ça nous donne le courage d'aller faire des acquisitions dans le monde des composites flexibles, parce qu'on a développé un savoir-faire qu'on a validé. Là, je trouve que le lab joue pleinement son rôle, bien au-delà de la petite venture qu'on garde. Oui, et puis tu as une triple, je trouve, valeur. Tu as la valeur intrinsèque du business que tu crées, tu as une valeur de scale de ta R&D, parce que ta R&D que tu as fait initialement pour ta colle, tu vas pouvoir la scaler sur d'autres use cases. Et en retour, comme j'imagine, comme ton industrie est très liée à des économies d'échelle, en faisant ça, tu vas baisser sûrement le coût unitaire de ta colle pour Michelin, in fine, si tu arrives à avoir du volume. Alors, c'est probablement vrai, mais ce n'est pas la thèse. Ouais. Donc, c'est un effet collatéral. Oui, mais c'est toujours un effet qui fera plaisir in fine. Oui, dans un business qui est hyper compétitif en termes de coûts. Oui, c'est juste. Et qui implante Michelin aussi dans ces sujets de durabilité qui sont aussi importants. Bon, avant de passer à la salle, le temps tourne. Peut-être pour Yannick, là tu es passé à autre chose, tu as quitté WX et puis tu es revenu dans une autre entreprise. Peut-être avec un peu de recul, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette aventure-là? Quelles sont les leçons que tu en tires et voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté pour la suite de ta carrière? Il y a deux choses. Je pense que je vais faire une parenthèse et pas répondre directement à ta question. Faire comme les politiques. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Non, mais parce qu'on va beaucoup parler d'innovation. Moi, c'est fascinant. Là, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Newrest, qui est une grosse PME, on va dire, qui fait 2,5 milliards, qui a été créé par un gars qui s'appelle Olivier Sadran, qui est mon boss. Et là, il y a de l'innovation complètement top-down. On fait de la préparation de restauration pour toute la partie aérienne et ferroviaire. Et lui, il est parti but en blanc en se disant on est complètement moyenâgeux, on va automatiser tout. Et il a lancé une automatisation à marche forcée de sa boîte. C'est drivé par lui, qui assume son statut très dictatorial, qui impose ça. Sa boîte, on a un gearing de moins 0,80, donc on n'a pas de dette. On a du cash à foison. Donc il investit. Donc il y a une vision top-down, avec une vision centrée sur qu'est-ce que doit être le futur de l'industrie, comment je crée un avantage concurrentiel face à des acteurs qui, eux, sont dans des fonds, qui ont des niveaux de dette incroyables, qui ne pourront pas suivre sur l'investissement. Et donc, il a cette vision long terme, cette vision de la transformation de son industrie et la capacité financière et managériale à l'imposer. Et donc ça, c'est assez, on a parlé de beaucoup d'autres modèles, mais là, c'est un modèle d'innovation très simple. Ça part du haut, j'ai l'argent, j'ai l'idée, j'ai la vision, on y va. Et il n'y a pas de débat.
Donc ça, c'est aussi un autre modèle, mais je pense que c'est intéressant de le montrer parce que c'est marrant, c'est un mec qui est toulousain, autodidacte, qu'on ne verrait pas dans ce truc-là, qui est très discret, mais qui est fascinant parce que voilà, il est parti sur son truc et effectivement, ça amène de la productivité. Quand nos clients voient ce qu'on fait nous et ce qu'on fait nos concurrents, il n'y a plus de débat. Donc ça amène énormément de croissance aussi sur le sujet. Pour répondre à ta question maintenant, qu'est-ce que je referai? J'essaierai d'être plus libre, de moins écouter les autres. Je me suis fait imposer des gens, je me suis fait imposer des idées, je me suis fait imposer beaucoup de choses parce que j'avais peut-être pas assez confiance en ma capacité à être entrepreneur, on l'appelle comme on veut. Et donc, quand on est dans ces deux mondes, on a peut-être peur de décevoir l'actionnaire et donc on se fait imposer des choses alors que c'est des bons conseils pour des business matures, mais ce n'est pas des bons conseils pour des business en création. Et donc, si je devais refaire, je me sentirais beaucoup plus libre et j'irais, quitte à me cracher, mais au moins avec mes propres idées, plutôt que de faire des erreurs avec les idées des autres. Donc ça, c'est peut-être le truc qui, pour moi, ouais, le plus marquant là-dedans. Ouais, et puis le choix des gens, mais bon, ça c'est assez classique, hein. On se trompe beaucoup. Et ouais, je pense que 2/3 des recrutements ou 2/3 des trucs que j'ai fait, je me suis gouré, quoi. Et quand on se gourre, moi je viens d'une boîte qui est Sodexo, il y avait 420 000 employés. Quand vous gourez une fois chez Sodexo, rien à foutre, quoi. Ça se voit pas. Là, quand vous gourez, quand vous êtes 3 pour passer à 4, c'est 25% de problème, quoi. Donc, il y a une échelle, une tolérabilité, je dirais, tolérance à l'erreur de recrutement qui est beaucoup plus faible. Et donc, il faut faire très attention à ça. Voilà. Moi, c'est deux choses que je retiens. Et en même temps, dans un contexte où il y a beaucoup de monde, où on va vous dire, tu as qu'à prendre cette personne-là. Oui, prends-lui, très bien, très bien. Voilà, il y a plein de gens très bien. Il y a plein de gens très bien. Et peur de... Ouais, voilà. Il y a plein de gens très bien et plein de gens à recaser aussi. Ouais. Donc, Et c'est paradoxal parce qu'on dit souvent, l'innovation c'est le droit à l'erreur. Presque par ton témoignage, tu dis non, tu as encore moins le droit à l'erreur. Oui, parce qu'il y a des attentes. Et là, ça aussi, il y a des attentes de business mature qui sont très différentes. Et c'est l'appétence. Alors moi, je sais pas, c'est mon expérience chez Sodexo, c'est peut-être différent dans d'autres groupes. Il y a une appétence au risque chez Sodexo faible. Donc le droit à l'erreur. Il est dans une conférence comme ça en interne, tout le monde dit on a le droit à l'erreur, mais après quand il y a l'erreur, on vous saute dessus, quoi. Donc bon, il y a une sorte de dissonance cognitive sur le discours et la réalité, et on attend de choses. Alors en plus, c'est pas des boîtes qui marchent beaucoup, hein, Sodexo. Donc il faut faire attention aussi à ça, c'est-à-dire quand on commence à consolider notamment certains investissements et tout ça, et c'est tout caractère dilutif dont tu parlais tout à l'heure, hein, c'est coté, donc voilà, et c'est pas LVMH ou c'est pas des boîtes ou Apple ou Google où il y a énormément de projets où ils mettent des centaines de millions et des milliards, ça se voit même pas dans le PNL. Là, c'est marge faible, appétence au risque très faible, et donc ça crée oui, effectivement, un truc où vas-y, lance-toi, fais les trucs, mais il faut que ça marche assez rapidement et que ce ne soit pas dilutif. À vous de jouer, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça vous inspire, des réactions, des questions? Voilà, on a une demi-heure encore à passer avec vous. Dominique? Merci. Vous avez parlé dans vos politiques respectives pour avoir un peu une forme de recette, si je prends l'expérience de chacun, qu'il fallait bien encadrer les projets. Chez Michelin, c'est l'engagement bilatéral, hein, c'est pas top-down, c'est l'engagement de tous à différents niveaux. Et pour Yannick, c'est le côté cash, l'audace d'avancer. Et Yannick, tu as déjà, je me permets de te dire, vas-y. Tu as déjà répondu à la question, mais pour Alexandra et Patrice, comment est-ce que vous voyez la suite en termes de stratégie, innovation, /business dans vos organisations respectives? Où vous placez le curseur? Alors Patrice aussi, vous avez un peu avancé sur ces questions-là, mais c'est quoi pour vous le futur de vos missions dans vos organisations? On a une réflexion, je pense que c'est un double enjeu. On a premièrement un sujet effectivement de positionnement de cette direction de l'innovation. C'est un pôle écosystème innovation qu'on a à la Banque des Territoires.
qui va pivoter vers quelque chose qui accompagnera sans doute un peu plus les métiers et qui sera un peu moins devant la scène. Premièrement. Mais deuxièmement, je pense que ça va investir beaucoup plus notre rôle d'impact à la Banque des Territoires. On voit un certain nombre de directions d'innovation d'ailleurs qui peuvent aller dans différents sens. Soit ça rapproche un peu plus à la partie techno, avec évidemment l'IA et l'IAGN aujourd'hui, soit ça va plus en lien avec le marketing, la strat un peu historiquement. Et dans notre cas, je pense que ça va aller plus dans la partie durable, impact. Et ça appuie nettement notre plan stratégique qui a deux composites, donc la transformation écologique et la cohésion sociale des territoires. Et du coup, quelque part, là, ce switch, on commence à le faire depuis quelques années avec les thématiques qu'on porte par ailleurs, mais ça va devenir un peu plus central, je pense, pour évaluer aussi l'impact sociétal, FI et extra-FI de nos opérations. Et c'est assez prégnant à la banque. Je pense qu'on est en train de prendre... Bon, d'abord, une direction d'innovation, ce n'est pas une direction régalienne, donc ça peut disparaître du jour au lendemain. Et pour moi, ça existe parce qu'il y a une raison pour que ça existe. Si la raison pour que ça existe n'est plus là, bah, ça disparaît. Il faut savoir se sentir prêt à disparaître à n'importe quel moment. Je pense qu'on n'en est pas du tout là, vu l'orientation que prend l'entreprise et les nouveaux domaines dans lesquels elle veut aller. Je pense qu'on est à un tournant où on va passer d'une dimension plutôt fondationnelle à une dimension plus intentionnelle. Alors, je vais essayer de m'expliquer. On a travaillé à créer des conditions. Et moi, j'ai défini cette direction comme étant une direction qui crée les conditions de l'innovation. Donc en engageant les employés, en créant une expérience employée, en formalisant un peu ce qu'est ce corporate venture, donc toutes les règles associées à ça, les modes de fonctionnement associés à ça, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, on est très en retrait, au sens où on est en support. On ne prend pas du tout la lumière, on n'innove pas, on aide les autres à innover. Et vous innovez bien comme vous voulez. Et là, je pense qu'il faut qu'on soit plus intentionnel que ça. Et ça donne une dimension à la direction d'innovation qui est plus prescriptive. Qui dit, voilà la thèse d'innovation du groupe. Et donc, ce n'est pas top-down comme tu l'exprimais tout à l'heure, mais il y a quand même un petit peu de dialogue en disant au business, oui, mais c'est dans cette direction-là qu'on veut innover. Donc on est en train de dessiner ce qu'on appelle des clusters d'innovation, qui sont des domaines où se rencontre à la fois une intention d'impact sur le monde et des capacités identifiées du groupe. Donc on a quelque chose à faire là-dedans. Ça fait du sens, mais en plus on a quelque chose à faire là-dedans. Et ces intentions-là, couplées avec ces capacités, elles vont progressivement quand même inspirer / s'imposer au business, en disant votre innovation, elle doit s'inscrire quand même dans ces grands sujets dans lesquels le groupe veut aller. Donc là, on trouve une direction de l'innovation qui devient un peu plus prescriptive sur les thématiques et pas seulement sur la manière de faire. On s'expose, hein. Ça peut nous péder à la figure, hein. Mais c'est dans cette direction-là que moi je souhaite qu'on aille pour qu'on ait plus d'impact. Bah, tu t'assures de ton stratégique fit dont tu parlais à la fin, tu parlais de... Oui, mais là, c'est plus le business qui me dit qu'il y a un fit stratégique. C'est moi qui dis au business, ouais, mais dans ta carte d'innovation, dans ton portefeuille d'exploration, je veux être sûr qu'il y a un fit par rapport à la thèse d'innovation du groupe aussi quand même. Donc là, voilà. Oui, pendant longtemps, on a dit que l'innovation était à l'ouest et qu'à l'est du monde, on copiait l'innovation. Et maintenant, on a l'impression que l'ouest bricole et que l'innovation vient de l'est, c'est-à-dire des pays asiatiques, de la Chine. C'est le cas dans l'automobile, enfin dans plein de secteurs. Est-ce que vous avez une explication à ça? Et est-ce que ça vous bouscule ou pas, cette affaire? La question est pour qui? Je me suis regardé. Je dis waouh. Vous êtes plus concerné probablement, parce que vous êtes dans un secteur qui supporte ça très fort. Puis les deux autres, je pense que vous allez décider quand même. Vous voyagez de temps en temps. Pour nous, c'est
C'est une excellente question et une question difficile en même temps. Alors, donc on a des Innovation Labs en Chine et en Inde, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'innovation qui vient là-bas, à la fois de l'écosystème et des employés d'ailleurs, hein, les deux. En Inde, on a plein d'employés qui ont plein d'idées, mais vraiment plein d'idées. En même temps, on a des questions de propriété intellectuelle qui nous démangent, en particulier sur les matériaux. Donc on a quand même fait le choix de mettre toute la recherche matériaux en France, et de ne pas la faire en Chine ou même aux États-Unis d'ailleurs. Donc c'est une vraie tension que vous soulignez là. Et c'est vrai que j'ai souvent des personnes en Europe qui ont l'impression d'avoir inventé quelque chose alors qu'en fait ça existe déjà depuis longtemps ailleurs. Je pense à la robotique en particulier. La manière dont on aborde cette question-là, c'est qu'on fait beaucoup de scouting externe en Chine et en Inde, et on essaye, dans le digital en tous les cas, de créer le plus de coopération avec des startups chinoises et indiennes. Ça, on le fait plutôt bien. On ne le fait pas dans les matériaux. Or, une grande partie de la thèse d'innovation Michelin, c'est les matériaux quand même. Il faut bien comprendre ça. Bon, ce qui nous coupe certainement de sources d'innovation dans ce domaine-là, aujourd'hui. Je ne suis pas hyper à l'aise avec la question parce que je n'ai pas de réponse très claire à cette question. Moi, je dirais pas sur le fait d'aller chercher des startups là-bas. Elle porte sur le fait pourquoi est-ce qu'un Français ou un Européen aujourd'hui a moins d'idées qu'un Chinois. Oh bah ça, Moi, je pense pas, je pense que c'est relatif. Ça, je ne le crois pas, ça. L'innovation, elle est liée à des talents, pas ça. à un accès au capital, et je dirais à un carcan légal ou autre qui permet le truc. Les 30 dernières années, elles ont vu augmenter grandement la part de capital et de talent dans ces pays. Donc il n'est pas anormal. Je pense que c'est en relatif qu'on voit les choses. Moi, je ne dirais pas qu'en France, il n'y a plus d'idées, ou qu'en Allemagne, il n'y a plus d'idées. Je veux dire que le relatif était là, ben, ça s'est rééquilibré, voire dépassé, parce qu'il y a plus d'accès au capital, et parce qu'il y a de la croissance énorme, il y a du capital qui peut être mobilisé, et des talents incroyables. Des universités incroyables dans ces pays-là, qui forment des ingénieurs, qui forment toutes les personnes nécessaires à créer ce truc d'innovation. Avant, c'est des gens qui partaient aux États-Unis, enfin, ils sont beaucoup d'ailleurs aux États-Unis, et qui reviennent ensuite. Donc, pour moi, c'est ça. Et que finalement, en Europe, le capital, l'accès au capital est plus compliqué. Les talents, je dirais, stables. Alors après, on peut être décliniste et dire que l'éducation est pourrie et que les gens sont plus capables de faire des maths. Bon, d'accord, très bien. Moi, j'y crois pas. Mais que je pense qu'en Europe, tout ce qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est de la picouse pour que le carcan soit le mieux. C'est le crédit impôt recherche en France, c'est tous ces trucs-là. Mais c'est quand même très picousé, quoi. On doit un peu forcer le truc pour que ça innove. Parce que le carcan de base ne le permet plus beaucoup, quoi. Ça pose peut-être la question de la gouvernance, parce que la gouvernance de l'innovation en Asie, c'est pas du tout la même. Exactement. Et notamment au niveau politique. Mais j'y pensais tout à l'heure, moi. Ça rebascule aussi un peu la question de... On parlait de l'innovation en disant c'est très libre, c'est très ouvert, et on voit que dans certains pays où franchement il y a une dimension politique qui n'est pas tout à fait celle qu'on a en Europe, et pour autant ça fonctionne. Je vais faire 2-3 parallèles. Je pensais que quand je t'écoutais, il y avait un truc qui s'appelait la DATAR en France, qui était la direction d'aménagement du territoire, qui a disparu. Il y avait la direction du plan pour les investissements. Et qui revient un peu à un moment quand on commence à dire on fait un plan stratégique pour la réindustrialisation de la France. On voit que c'est des choses qui avaient disparu en pensant que la main invisible du capitalisme allait tout régler et tout ça. On est revenu sur des trucs un peu plus dirigistes qui permettent d'orienter tout ça. Et je reviens à mon boss qui est Olivier Sadran, qui est plus dirigiste, mais ça oriente et ça ramène. Mais je suis assez d'accord sur le fait qu'en Chine, il y a une vision très claire où ils veulent aller. En Arabie Saoudite aujourd'hui, il y a une vision très claire où ils veulent aller. Dans tous ces pays-là, il y a des visions très claires, drivées, voilà, avec, voilà, et nous on avait la direction du plan, nous on avait la data, on avait des trucs comme ça, bon, ça a disparu, et je pense qu'il y a moins de dirigisme sur, mais le dirigisme ça va avec une vision, et je reviens à ta notion de rêve, c'est de quoi on rêve en tant que société, et ensuite comment on le canalise vers des plans, des politiques qui permettent d'arriver où on veut aller, et pas de se dire on rêve, et puis au bonheur la chance, on verra bien si ça arrive. Merci. Il y avait Dominique qui avait une question.
L'autre Dominique. J'avais en fait 3 questions, mais il y en a une partie un peu déjà répondue. C'est comment on adresse l'échec? Parce que dans les entreprises, on dit oui, innovons, allons-y, n'ayez pas peur, le discours, on y va, on y va. Et puis après, tout le monde est frileux parce que ça n'a pas forcément marché, parce que voilà. Donc, il y a ce dilemme voilà, entre le discours et puis la réalité des choses. On a envie d'y aller, mais on n'y va pas vraiment. On y va, voilà. Donc, bon, finalement, ça se rétrécit. Comment faire en sorte que ce soit accepté et par les employés et par la direction, et qu'on maintienne l'investissement, mais pas que d'argent, hein, l'investissement d'hommes, d'idées, d'argent aussi, etc., pour faire bouillonner ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est comment vous faites, c'est quoi la reconnaissance, comment vous arrivez à vous faire reconnaître en tant que direction de l'innovation et à vivre, à survivre à une innovation, 2 innovations, comment vous arrivez à marquer votre empreinte dans l'entreprise et la respectabilité, entre guillemets, le besoin, l'envie de cette direction d'innovation. Et on en a un petit peu parlé aussi en disant qu'il faut mettre un peu des stratégies d'entreprise dans l'innovation, parce que si on laisse ces métiers faire, ils vont, voilà. Et troisième sujet, comment vous innovez vous-même dans votre innovation? Parce qu'on a beaucoup parlé d'innovation technologique. Alors là, beaucoup, c'est la data, c'est bon, on a le bidule. Bon, qu'est-ce que l'innovation elle-même imagine, entrevoit, voit un futur, sur quel domaine, comment, etc. Comment on se repense? Parce que du coup, vous êtes une direction de l'innovation, enfin vous, nous, voilà. Et finalement, on finit par s'installer dans un système existant. Et on devient pépère, quoi, dans le système existant. Comment on se secoue là-haut, là, pour se dire, mais comment pour nous-mêmes on innove, on repense d'autres choses? Bon, alors, il y a 3 points, la gestion de l'échec, comment on se réinvente, et celui au milieu, j'ai oublié. C'est rejoindre, se réinventer, comment la direction de l'innovation se positionne. Oui. Et, La reconnaissance. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de répondre sur la première. Pour définir l'échec, il faut comprendre ce qu'est le succès. Et je trouve que c'est très intéressant de se dire comment on définit le succès de l'innovation. En fait, ce n'est pas un indicateur. Il y a plein d'indicateurs différents qui permettent de caractériser une innovation vivante et une innovation qui n'est pas vivante. Il y a des indicateurs d'outcome, des indicateurs d'output, des indicateurs de process. Enfin, moi, j'ai toujours une série d'indicateurs pour mesurer si l'innovation délivre quelque chose, si elle sert à quelque chose. Donc déjà, ça permet de prendre du recul par rapport à la notion d'échec avec des critères d'exploitant. Parce qu'effectivement, on a plein d'échecs au sens de l'exploitant du terme. Maintenant, terrible, quand on l'entend en termes français, échec, c'est vraiment l'impression qu'il y a un truc qui s'est écroulé. Mais c'est failure en anglais, c'est pas trop. Et c'est ce que j'ai voulu montrer tout à l'heure quand j'ai utilisé l'exemple de Résicaire. J'ai voulu montrer comment un projet d'innovation, à la fin, finit par créer tout un domaine d'activité de l'entreprise. Dans le domaine des matériaux, j'ai plein de projets qui ont échoué. Mais le fait qu'il y en ait quelques-uns qui aboutissent permettent à un moment donné de créer quelque chose. Et ces échecs-là, en fait, nous ont appris des tas de choses, en disant dans cette voie-là, il ne faut peut-être pas qu'on essaye d'y aller parce qu'il n'y a pas assez d'argent à faire, c'est aussi bête que ça, parce que la filière n'est pas suffisamment profitable ou la part de valeur qu'on apporte n'est pas suffisante pour en extraire, alors que dans ce domaine-là, on a beaucoup plus de chances de le faire. Et donc, ça nous a permis de choisir et d'apprendre dans tout ce domaine-là. Et c'est très facile, je trouve, à opposer à cette initiative-là a échoué. Oui, d'accord, cette initiative-là a échoué, mais dans un portefeuille d'initiatives, voilà ce que ça apporte. Donc, moi, je trouve que comme on a réussi à isoler ce processus-là du reste de l'entreprise, on a réussi quand même à se doter d'une autre manière de regarder le succès ou l'échec dans une logique d'exploration et pas dans une logique d'exploitation.
Et à partir du moment où on fait comprendre ça aux dirigeants, alors on arrive à avoir une certaine sérénité par rapport à toutes les initiatives qui se plantent. Donc associé à l'idée de départ, parce qu'au départ c'est une idée, donc associé à cette idée, vous mettez déjà toute cette série d'indicateurs qui au fur et à mesure... Oui, associé au portefeuille, plus qu'à l'idée, au portefeuille. Au portefeuille. Oui. Donc, qu'est-ce qu'apporte le portefeuille d'innovation globalement à l'entreprise? Et là, on peut le cerner avec un certain nombre d'idées dans lesquelles on va avoir la croissance du business, évidemment, mais dans lesquelles on va avoir aussi les brevets qu'on est capable de déposer, dans lesquelles on va avoir la visibilité de certaines offres et ce qu'elles apportent à l'image de l'entreprise, l'image d'innovation de l'entreprise. Tout ça, ça se mesure. Donc, on est capable de mesurer tout ça et dire on ne s'attarde pas à un indicateur, mais on regarde une série d'indicateurs qui nous renseignent sur l'impact qu'on a. Ça pose la question à l'échelle collective, moi à l'échelle de l'individu, du coup. Parce que là, c'est le portefeuille global. C'est ça. Mais pour l'individu qui est sur ce qui n'est pas conservé, la notion de reconnaissance, elle se joue comment? Oui, mais je répondais à l'échec, je ne répondais pas à la reconnaissance. Il y a encore autre chose. Justement, je dirais que l'échec, effectivement, je rejoins cette contradiction qui est souvent droit à l'erreur. Finalement, on est grand groupe, on souhaite une certaine performance. Donc oui, bien sûr, c'est une tension un peu permanente. Mais je trouve que les équipes gèrent plutôt bien ils acceptent l'erreur, en tout cas droit à l'erreur. Mais là où, en ce moment, je suis plus challengée, c'est on a aussi droit au succès. Et je pense qu'en fait, le droit au succès n'est pas si bien accepté quand quelqu'un en prend. Typiquement, ce passage on a créé notre bébé, un peu de projet qui émerge, qui réussit, et que quelqu'un d'autre dans la direction métier, quiconque, ou en tout cas de l'organisation, prend cette idée parce qu'il croit dans cette idée. En fait, c'est comme si on était propriétaire et soudainement plus. Et en fait, ça, finalement, de le voir ça aussi comme une réussite est vraiment pas évident pour les équipes qui les portent, parce que c'est une réussite déjà qu'un autre directeur métier a envie de prendre l'idée. Mais ça, c'est un transfert, c'est assez drôle comme sujet. On n'avait pas encore vécu ça, parce qu'on portait longtemps des projets, et puis faute de moyens ailleurs, on gardait. Et je pense que cette idée que finalement c'est une évolution, c'est un roue qui tourne aussi, c'est important ça revient un peu à cette notion de créer des conditions et donner envie à innover. Et puis en même temps, on a besoin aussi de cette reconnaissance aussi pour justifier des budgets qu'on met dans ces phases d'exploration, etc. Et du coup, c'est bien sûr aussi un élément important. Et comment on fait du coup pour se renouveler en tant que direction d'innovation, pour apporter toujours plus de valeur sur la troisième dimension? Je l'ai illustré tout à l'heure en disant comment est-ce qu'on passe de quelque chose de fondationnel à quelque chose d'intentionnel. Hein. Donc pour moi, c'est ce renouvellement-là. Maintenant, ça dépend quand même, je trouve, beaucoup de la culture d'entreprise dans laquelle on se trouve. Dans mon entreprise, le COMEX est très tourné vers demain quand même. On passe beaucoup de temps sur demain. Et on a ce qu'on appelle un Corporate Innovation Board, qui est le COMEX constitué sur l'innovation. Donc ce Corporate Innovation Board, il se réunit 4 fois par an. Et il ne parle pendant une journée que de sujets d'innovation. Donc la direction de l'innovation, là-dessus, elle a une gouvernance quand même extrêmement forte, qui est portée, alors probablement de manière moins dictatoriale comme tu le décris, mais qui est quand même portée par le top de l'entreprise, qui dit on est là pour préparer demain. Et donc une certaine propension au moins à l'incertitude. Parce que risque, incertitude, il y a beaucoup d'initiatives. Quand on met 1 million sur une initiative, je ne trouve pas qu'on prenne un risque énorme. C'est complètement incertain, c'est sûr, quand on démarre, mais le risque n'est pas si énorme que ça. Le point, c'est est-ce qu'on est familier, est-ce qu'on est à l'aise avec quelque chose d'incertain? Et je trouve qu'un organe de gouvernance comme le Corporate Innovation Board familiarise les membres du COMEX à cette idée d'incertitude liée à l'exploration. Et ça permet de tirer sans cesse une direction comme la mienne, vers comment tu accompagnes l'exploration, comment tu accompagnes l'incertitude, comment tu te sens en confiance pour projeter l'entreprise vers quelque chose dans lequel elle ne sait pas encore très bien ce qu'elle pourra apporter. Ça aide beaucoup quand même. Merci beaucoup. Il y a une question en ligne. Il y a 2 questions en ligne. 2 même. Il y a une première question. Comment se gère l'atterrissage des explorations et des concepts d'innovation, à la fois dans la chaîne de valeur et dans le business model existant? Et une deuxième petite sous-question qui va avec, c'est combien de temps laisse le top management
et quels sont les outils de coordination qui sont utilisés? Je pense que sur la première partie de la question, sur l'atterrissage, on a différentes approches. Ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir, dès le début, dans les toutes premières idées et concepts, un lien très fort avec le métier, avec un sponsorship assez haut dans ces directions-là. Parce qu'en fait, l'atterrissage, ce qui était difficile avant, c'est que sans ce sponsorship-là, sans un peu j'y crois un tout petit peu dans l'idée, l'atterrissage est quasi impossible. En tout cas, on a un produit, ça tourne, etc. Mais le fait que ça soit embarqué réellement dans les process, soit en interne, soit au profit des offres internes, au service de nos clientèles, est très difficile à trouver. Et du coup, on a craché quelquefois sur des projets plutôt chouettes, mais qui n'avaient vraiment pas d'adhérence avec la direction métier en question. Et du coup, assez vite, on a vu que c'est essentiel. Donc là, je dirais que c'est plutôt ça qui favorise l'atterrissage. Après, il y a toute la gestion de projet qui, pour moi, suit. En tout cas, ça fonctionne bien sur la mise en marché, mais je dirais plutôt ça pour la première question. Moi, j'aimerais bien prendre cette question parce que je la trouve extrêmement intéressante. C'est la différence que je fais entre l'épice et l'épicerie. Dit autrement, si l'innovateur arrive avec une idée d'épice qui trouve facilement une place sur l'étagère d'une épicerie existante, ça marche. Parce qu'on va avoir dès le départ un sponsor identifié qui effectivement a un certain niveau de croyance dans l'idée. Comme au départ, c'est un budget corporate, de toute façon, il ne met pas trop de billes dans l'affaire. Il va définir ses conditions d'arrimage. C'est une expression qu'on utilise de manière très formelle dans l'entreprise en disant c'est quoi tes conditions d'arrimage. Donc les hypothèses qui doivent être vérifiées pour que je puisse continuer sur corporate ventureship dont on parlait tout à l'heure. Si c'est une épice qui rentre dans son épicerie, c'est-à-dire qu'il a les outils industriels pour faire le machin, il a le go-to-market qui va bien, il a les expertises qui vont bien, ça va le faire, sauf si l'initiative se plante pour d'excellentes raisons de market fit. Mais s'il y a product market fit, il y a le corporate fit, donc ça va marcher. Le problème, c'est l'épicerie. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec quelque chose de complètement nouveau qui rentre nulle part. Il est en train de créer une nouvelle épicerie, un nouveau business. Le business n'existe pas. Alors, il ne faut pas qu'on en ait trop des comme ça. Mais parfois, on en a quoi. Et c'est ça qui est disruptif. Donc, comment... Ça, c'est vraiment... C'est ce qui me maintient éveillé la nuit, ça. Quand je vois une épicerie arriver... dit comment on la laisse quand même émerger avant qu'elle soit bouffée parce que j'ai pas de sponsor ou parce qu'il y a un membre du COMEX qui dit mais ce machin-là ça va nulle part, on va pas créer une nouvelle ligne business. Bah ça dépend parce qu'il y a peut-être du potentiel quand même. Hein. Donc on va se donner un petit peu de temps pour que le machin avance avant de dire que c'est mort et que ça passe à place. Voilà. Donc, moi pour reprendre ton image, je pense qu'en WX j'avais créé une épice et une épicerie et in fine l'épicerie a été revendue et l'épice a été intégrée. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc elle a trouvé une étagère quand même, l'épice. L'épice, elle est rentrée dans l'étagère, ouais. petite, hein, avec peu d'ambition maintenant, mais l'épicerie a été revendue. Parce que trop compliqué, trop différent, business model différent, trop loin. J'ai une petite question, parce qu'on a beaucoup parlé des belles histoires du passé, de votre processus actuel, donc comment ça fonctionne aussi aujourd'hui. Maintenant, la question que je me pose un peu, et si vous pouvez nous aider à regarder un peu cette boule de cristal, comment ça va se passer demain? C'est quoi vos challenges, vos enjeux que vous voyez pour l'innovation, respectifs dans vos directions? Voilà. Qu'est-ce qui nous attend en fait, dans l'avenir sur ces sujets? Bon, moi, je ne sais pas de mon point de vue, mais dans mon contexte, c'est assez clair sur ce qu'on veut faire. En termes... Non, mais en termes... Et de toute façon, on ne peut pas redévier. Non, mais c'est assez clair. Nous, il y a beaucoup... Pour nous, New Rest, on fait la restauration, c'est l'automatisation, l'utilisation de la donnée, être capable d'être beaucoup plus efficient et beaucoup plus... amener de la productivité. Et puis... Dans un deuxième temps, je pense, être beaucoup plus en capacité d'aider nos clients à faire les bons choix, réduire le waste, améliorer la performance économique grâce à l'innovation.
C'est assez basique. Et c'est quand même quelque chose de bon. De bon, oui. Il ne faut pas oublier. Oui, oui, tout à fait. Non, non, quelque chose de bon, quelque chose d'équilibré, en minimisant le waste et en maximisant pour eux leur profitabilité. Donc ouais, nous c'est automatisation, utilisation de la donnée, robotisation, IA aussi. Hein, on a déjà avec du computer vision, on utilise beaucoup sur la reconnaissance des plateaux, la conformité justement pour éviter les écarts de qualité, la gestion par exemple des DLC, des dates limites de consommation qu'on peut gérer avec certains produits. Donc voilà, c'est des choses assez basiques, mais ouais, pour moi, dans mon monde, c'est assez clair. Cette question m'inspire aussi, on a peu parlé de tech, mais on sent une certaine course au cas d'usage d'IAGEN. Et ça ne prend pas pour l'instant. Et je pense qu'on commence à assumer aussi le choix que ça ne prend pas. Parce que je trouve, pour le coup, en innovation, on doit absolument réclamer l'usage, le lien avec l'usage, le besoin. Et nous, à la Banque des Territoires, avec les enjeux notamment de taille climatique, bien sûr, on utilise la data, bien sûr, on utilise l'IA, potentiellement l'IAGEN également. Mais c'est le pourquoi, c'est le sens derrière ces projets qui comptent. Et quand on s'accroche à ce sens-là, on n'est pas dans une dynamique un peu de foisonnante, une course à tester des choses parce que c'est chouette de tester des choses, c'est vrai. Mais on est dans une dynamique vraiment réfléchie qui ne veut pas dire une inertie, hein. C'est quand même une dynamique, mais qui va aussi pouvoir tester des approches frugales, très peu tech, et qui va commencer à avoir une forme d'hybridation, je pense, de nos projets. Et ça, je pense que pour l'innovation, en tout cas, si nous, on ne peut pas innover dans notre façon aussi de voir d'autres approches, et pas que tous d'être derrière le tac, je pense qu'on a raté quelque chose. Donc, on le commet. Moi, je te répondrais juste et sûr. Le donut. Comment tu t'assures que toute ton initiative, toutes tes initiatives, toute ton innovation est juste d'un point de vue social et sûre d'un point de vue limite planétaire? Et aujourd'hui, quand je regarde le portefeuille des initiatives que j'ai dans le lab, je pense qu'aucune n'est parfaitement juste et parfaitement sûre. Parce qu'aucune ne peut dire qu'elle s'inscrit dans les limites planétaires complètement. Et aucune ne peut dire qu'elle a pris complètement en compte l'impact social qu'elle peut avoir. Donc pour moi, la grande orientation, si tu veux, qu'on essaie de mettre en place avec Acer, que tu connais, hein, c'est de faire en sorte que toutes nos initiatives sont passées au crible de ce genre de regard juste et sûr, et qu'on les rende de plus en plus justes et sûres, et qu'elles le soient au moment même où on les intègre, tu vois. Mais c'est facile à dire dans ce cercle-là, vous allez tous être d'accord avec moi. Le problème, c'est comment tu le vis tous les jours et comment tu te contentes du fait, comment tu tires le progrès en sachant que tu ne seras quand même pas parfait, quoi. On revient au processus, parce que c'est un éternel processus. Oui, processus et mindset quand même. Voilà. Parce que... Merci beaucoup. On s'est engagé à terminer à la demi, parce que tu as pris ton prochain meeting dans 5 minutes. Puis bien évidemment, on aurait envie de continuer ce débat. Mais merci beaucoup pour ce dernier tour, notamment aussi, qui donne beaucoup d'espoir, en tout cas dans le sens qu'on donne aussi à l'innovation. Et avec les acteurs engagés comme vous trois, je pense que voilà, on peut garder l'espoir, même si voilà, on voit bien que les news qui nous entourent ne sont pas toujours propices à ça. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. On vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année. Voilà, restez pour un café, il y a plein de choses encore à grignoter. Et bravo. Merci beaucoup. Merci.